Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui M. Ataï Ad Mohamed, donc vice-chargé des relations extérieures du FLA, auteur de Mali, les ruines d'un processus de paix et surestimé. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, on va parler du Mali, on va parler de l'Azawad, et dont vous êtes un des responsables politiques, et également donc du livre que vous avez écrit, Mali, les ruines d'un processus de paix surestimé. Alors, donc vous êtes en ce moment en France, et nous allons d'abord commencer par donc la généalogie d'un conflit malien sans fin. Alors, quelles sont les origines de ce conflit de l'Azawad? Mais avant de répondre à cette question, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs face à la caméra. D'accord. Merci beaucoup. Merci de l'invitation pour Face à l'Afrique. C'est un plaisir d'être aussi à cette émission. Moi, c'est, comme vous le savez, vous l'avez présenté, Ataï Mohamed. Je suis originaire de l'Azawad, du nord du Mali pour certains. J'ai eu la chance depuis très jeune d'être actif pour la cause de mon peuple, de mon territoire. Et pour ça, j'ai eu la chance d'avoir des responsabilités dans la gestion du processus de paix il y a quelques années, entre 2013 et 2024, qui était un processus quand même qui devait permettre à ce qu'il y ait un dénouement, n'est-ce pas, de cette crise dont on parle ici. Mais malheureusement, les choses reprennent autrement, 10 ans plus tard. Donc aujourd'hui, en tant que cadre originaire de ma communauté, de ma région, je continue à m'investir dans cette lutte-là. Parallèlement, je suis aussi diplômé de droit à l'université. Je suis aujourd'hui auteur pour la première fois d'un livre que j'ai écrit en tant que partie prenante, en tant que témoin direct, en tant que personne qui a négocié avec les partis et écouté les propositions des uns et des autres, mais aussi à participer au monitoring du processus, du suivi du processus de paix de 2015. Et voilà, à ce fait-là, je me dis qu'il est temps que quelqu'un, même si on est partisan, écrive quelque chose, notre opinion, qu'elle puisse être lisible, entendue, que l'on puisse analyser par nous-mêmes, n'est-ce pas, ce qui a empêché à ce que l'objectif soit atteint. Voilà. Alors, donc, la généalogie d'un conflit malien sans fin, vous l'avez mis donc, oui, dans le livre. Donc, mais quelles sont les causes réelles de ce conflit? Oui, les causes elles sont vraiment fondamentalement politiques. Depuis les indépendances africaines, comme vous le savez, il y a le découpage territorial par les colons, l'ex-métropole française dans la région, a fait qu'il y a eu un découpage qui n'a pas pris en compte certaines réalités. Même si ailleurs ça fonctionnait, dans notre cas, c'était difficile parce qu'au moment où l'État devait créer la confiance avec les peuples ou les communautés qui sont devenues partie prenante du territoire fait au crayon par la France de l'époque, pour le cas du Mali, les peuples qui ont manifesté une certaine réticence ou un désir de voir les choses autrement, ou manifester même souvent à ce qu'ils puissent être mis ensemble en tant que peuples qui ont des choses de valeur en commun, les premiers régimes, essentiellement des régimes quand même socialistes, communistes, avaient décidé de réprimer, de passer par la répression, passer par des massacres, des génocides. Sans engager de dialogue? Jamais, parce que pour ces peuples-là, il fallait uniformiser, il fallait contraindre l'acculturation des peuples, il fallait amener les gens à se rattacher à un État sans les comprendre. Donc, ceci a créé un précédent historique dans beaucoup de mémoires collectives. Et ceci aussi a donné plus d'envie aux gens de dire, voilà, de toutes les façons, même si la France est partie, elle nous a passé à autre main. Donc, comme si ce que certains Africains appellent ailleurs une indépendance est perçu par certains peuples comme étant une passation de colonies. Parce que les premiers contacts n'ont jamais été un contact rassurant, c'était un contact de répression, de guerre, de brimade. Et voilà, aujourd'hui, ça crée des motivations, ça crée des intentions où il est difficile de dire que les gens peuvent vivre facilement. Après, il y a eu des tentatives comme des solutions avec les régimes qui ont passé les années, après avec la démocratie, mais avec tout, jusqu'aujourd'hui, on a une difficulté d'assumer la problématique politique de fond. Et c'est celle-là aussi qui peut trouver... Mais c'est quoi votre revendication réelle? C'est-à-dire, vous voulez l'indépendance, vous voulez l'autonomie, et donc, quelles sont vos motivations réelles? En tant que peuple autochtone de son territoire,
nous aspirons au même droit que tous les peuples. C'est les principes du droit international, c'est le droit des peuples à l'autodétermination. Nous avons des courants indépendantistes. Aujourd'hui, le FLA est un courant indépendantiste. Parce que le FLA a espéré les mouvements, parce que le FLA est une phase de l'histoire, c'est un cycle. Tous les mouvements qui ont précédé le FLA ont espéré pouvoir trouver une sortie politique. Parce qu'il y a des modèles qui fonctionnent dans le monde. Il y a des contestations partout, mais des États ont trouvé des solutions pour que des peuples cohabitent, des nations cohabitent dans un seul État unifié, par des modèles. Aujourd'hui, la position du gouvernement central malien actuel depuis quelques années, depuis l'arrivée des régimes militaires, est une posture qui ne donne pas l'impression qu'il combat des citoyens de son pays. Dans tous les pays du monde, on a des contestations. Mais il y a des manières d'utiliser la force. Il y a ce qu'on appelle quand même une mesure qui existe, mais la façon dont ce régime et ses soutiens et tout ce qu'il a mobilisé comme mercenaires emploient la violence contre les populations parce qu'elles ont des revendications, c'est une manière de leur dire, vous n'êtes pas des citoyens de ces pays. Raison de plus pour ces citoyens aujourd'hui, ces populations qui sont autochtones, qui ont leur territoire, et qui les contrôlent, à dire, nous aussi, on ne veut plus de cela. Donc voilà, le principe des droits de détermination est là, mais il y a aussi aujourd'hui de plus en plus une volonté vers une partition. Donc, mais est-ce que vos aînés ont pris les armes depuis le début donc, de ce conflit? Est-ce que maintenant, les gouvernants maliens qui se sont succédés, ils ont pris en compte par exemple, vos revendications culturelles? Est-ce qu'ils ont intégré dans l'enseignement, par exemple, votre langue? Jamais, jamais. Vous savez, nous, quand même, l'Azawad, c'est pas que les Touaregs. Les gens parlent des Touaregs, c'est plusieurs communautés. Mais les Touaregs sont les plus visibles parce que les Touaregs, quand même, sont un peuple qui a une particularité dans le Sahel. On a une écriture, on a une langue, on a des valeurs, on a beaucoup de choses qui sont là, comme tous les peuples qui d'ailleurs, mais l'aspect Touareg apparaît beaucoup. Mais aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui soit pris. Même l'histoire, même les narratifs historiques est interprété autrement. Aujourd'hui, hier simplement à Bamako, le président de la G20 est passé inaugurer une place qu'ils appelaient la place des guerriers du pays. Dans cette place, il y a des figures qui ont été mises à l'honneur. Ces figures ont été connues par l'histoire, avoir massacré, comme le capitaine Dibi Sila Diarra, entre 1961 et 1964, il était gouverneur, il était commandant militaire dans la zone de Kidal, mais il a commis des génocides, des massacres, il a organisé des viols pour que les enfants soient métissés de force, il a empoisonné des puits, il a torturé, il a créé une ligne rouge, il a fait tout. Aujourd'hui, il est magnifié par le pouvoir comme étant un héros. Il est un héros au sud et il est un zéro au nord. Donc pour vous, les nordistes, c'est une insulte à la mémoire. C'est une insulte solennelle à la mémoire des victimes. C'est un tortionnaire. Tortionnaire parce qu'aujourd'hui, c'est ce courant, on a l'impression que les dirigeants des pays sont idoles de ces hommes-là qui ont marqué l'histoire négative du pays. Et pour nous, aujourd'hui, c'est l'insulte forte posée par un chef du régime, un chef qui est censé être le chef de l'État, entre guillemets, qui se permet de telles actions pour honorer une partie de l'histoire aussi triste. Donc aujourd'hui, c'est lui qui est partitionniste. Il est autant partitionniste parce que quand il veut diviser un territoire, il faut diviser ce peuple. Quand il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de respect pour la mémoire de toutes les victimes d'un pays, on est partitionniste. Et c'est cela qui manque. L'esprit républicain est mort dans ces pays depuis très longtemps. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les revendications spatiales étaient déjà là, et de plus en plus radicalement politiques. Elles n'ont rien à voir avec les groupes djihadistes, terroristes et autres qui sont là, qui ont d'autres revendications, qui s'assument pleinement. Mais le mouvement aujourd'hui du FLA est un mouvement politico-militaire, de revendication politique engageant l'Azawad et son peuple. Et pourtant, il y a eu des tentatives de dialogue, de négociation. Et vous l'avez donc mentionné dans le livre, l'illusion d'une paix sous contrainte. Mais pourquoi on vous a forcé à... Ça, c'est un chapitre pour dire qu'il y avait cette illusion parce que j'écris ce livre en tant que témoin d'un processus de paix qui a été quand même un des processus les plus appuyés au monde, mais aussi un processus qui a eu plus de victimes de l'apport international. Vous savez que la mission onisienne au Mali a été la mission la plus meurtrière. C'est l'occasion pour moi de saluer la mémoire de tous ces soldats venus du monde entier, de toutes les nations, venus en tant que casque bleu, appuyer une paix. Malheureusement, ils ont perdu la vie. C'est la mission qui a mobilisé plus de ressources de la part des États, des Nations Unies. Et on nous a présenté ça comme étant une situation qui était soutenue par la communauté internationale, qui devait permettre un dénouement progressif
en préservant les principes d'intégrité malienne, d'unité nationale et de tous ces éléments en fait, qui étaient des conditions posées par les Nations Unies, pas par le gouvernement. Mais aujourd'hui, on n'a que des ruines de cela. Tout ce qui a été surestimé comme étant une sortie, aujourd'hui, on ne vit que des ruines parce que pourquoi? Il n'y a pas de volonté politique. Ceux qui ne veulent pas que changer des choses, il y a des gens qui croient que les Mali, réformer les Mali, oser toucher au modèle d'État au Mali pour qu'il soit un modèle qui accorde aux citoyens de ces pays un état de leurs besoins, un état qui réponde à leur diversité. Les Maliens, au Mali, généralement, on aime se flatter d'être un peuple avec beaucoup de diversité ethnique, culturelle, linguistique, territoriale, tout ça. Mais dans l'institutionnel, on ne veut pas le faire. Mais est-ce que vous êtes représenté dans les grandes institutions au Mali, par exemple, comme des postes ministériels, au Parlement, dans les grandes directions des entreprises? Est-ce que vous vous sentez représenté? Je pense qu'il faut éviter de confondre les visages à la représentation. Un individu est libre d'être citoyen malien, d'être un cadre professionnel, d'être élu dans son parti politique et d'aller individuellement en camp. On ne peut jamais mettre des gens dans institutions au nom d'une communauté, d'un peuple. Mais c'est l'organisation territoriale, l'aménagement du territoire, la façon d'élire, la façon de faire passer qui peut donner des représentants au sens du terme. Sinon, n'importe qui est libre, comme ici en France, qui devient citoyen français d'origine sénégalaise ou ivoirienne ou, je sais pas, ou jamaïcain, tu es citoyen français, tu passes à des municipalités françaises. Donc, on peut avoir les gens comme ça de visage, mais les visages n'indiquent pas. Souvent, c'est organisé. C'est à but de dire que voilà, c'était... C'est une vitrine. Une vitrine, une sorte de vitrine, ça existe. Mais ces personnes aussi ont le droit d'être affichées dans le gouvernement. On respecte leur opinion, c'est des choix qu'ils ont faits. Mais nous, on parle de création d'un modèle d'État qui permet une véritable représentativité au sens du terme. Pas seulement mais quand on dit souvent, vous avez eu un Premier ministre Touareg, mais il a été Premier ministre parce qu'il y a un cadre malien, républicain, membre d'un parti politique, qui a fait ses expériences. Pourquoi vous ne dites pas qu'il y a un cadre Bambara au Mali? Pourquoi vous ne dites pas que les Bambara ont participé au gouvernement au Mali? Mais c'est des Bambara, c'est des citoyens maliens. Est-ce qu'on les a rappelés qu'ils sont, parce qu'ils se rappellent qu'ils sont au gouvernement? Non, ils sont au gouvernement parce qu'ils sont des citoyens maliens. Et c'est valable pour les Touaregs. Mais nous, on dit tant que le modèle n'est pas conçu de sorte que cette représentativité soit concrètement celle des identités, celle des espaces, pour que chacun... Parce que la réalité aura du vide. On a un territoire très vaste, il est mal aménagé, l'État est absent, l'administration est absente. Les citoyens, il y a des contrées des pays où les citoyens ne connaissent même pas la différence entre les drapeaux du Mali, du Sénégal et de la Guinée. Ils ne connaissent dans l'État que l'armée. Ils n'ont jamais vu de l'État quoi que ce soit qu'il y ait des patrouilles de l'armée qui passent. Jamais de la vie. C'est que la citoyenneté, le patriotisme, ça s'entretient. Ça s'entretient. Et la citoyenneté, c'est quelque chose, c'est un engagement. Donc, on a l'impression qu'on a des citoyens de souche maliens et les autres Maliens qui peuvent faire le choix d'adhérer aux valeurs, à la pensée unique du pouvoir central, de la pensée unique des dominants, ou pas. Donc nous, on veut aujourd'hui que si cette unification du pays est la chose qu'on nous impose au plan international, il faut que cette unification soit à l'image de ce que nous sommes tous, que nous sentions tous les mêmes sentiments patriotiques pour la République. Et c'est ce qui manque au pays. Mais aujourd'hui, on en est loin, parce qu'aujourd'hui, il y a un régime militaire qui a pris une posture qui est celle de dire que par la force, j'imposerai la pensée unique, par la force, j'imposerai la République à qui le veut, qui ne le veut pas. Nous sommes autochtones, notre territoire. Nous ne disparaîtrons jamais. Ni le terrorisme, ni le crime ne nous assimilera à rien du tout. La diversion prendra son temps. Mais et nous si sommes chez nous. Parce qu'il y a certains qui prônent le fédéralisme. Est-ce que ça vous convient? C'est une option. C'est une option qui est là. Mais cette option, il faut la discuter. Il faut la discuter. Il n'y a pas que le fédéralisme, il y a beaucoup de modèles qui fonctionnent dans le monde. Vous savez, le droit à l'autodétermination, c'est un principe large. Mais d'abord, il faut ne serait-ce que reconnaître qu'il y a un problème. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'il y a un problème, tant qu'on pose mal les problèmes, on est loin de la solution. On veut aujourd'hui nous confondre à toute cette insécurité, l'insécurité au Mali. Sa prorogation vers des pays voisins ne sont que les conséquences d'un refus d'État d'assumer la réponse politique. Elle réside dans cela. Tout ce que vous voyez, ce sont des conséquences. C'est vrai qu'il y a des insécurités chroniques quelque part, mais elles découlent du fait que jamais on a voulu trouver. Et contrairement aux djihadistes, vous ne voulez pas aller prendre le pouvoir à Bamako, à l'État central. Vous voulez l'autodétermination de votre région. Vous vous battez pour votre région. Exactement, même pas que par rapport aux djihadistes. Vous savez, le monde suit les M23 en RDC aujourd'hui.
prend une partie du territoire congolais, vient aller à Kinshasa. Mais nous, en tant qu'FLA, nous n'avons pas la prétention de la Bamako. Nous les mettons à notre territoire. Nous ne voulons pas gérer les gens de Kouloukouro, de Kaï. Ce n'est pas notre vocation. Ils sont libres chez eux, c'est leur territoire. Si on doit signifier avec eux, on va respecter leurs valeurs, leur territoire. Nous revendiquons notre espace. Donc nous n'avons aucune prétention. Ce n'est pas comme une rébellion en Côte d'Ivoire en 2010 où les gens voulaient aller à Abidjan. Non, nous nous limitons à notre espace, nous le reconnaissons. Nous n'avons aucun intérêt à perturber la vie des autres. À marcher sur Bamako. Non, ce n'est pas notre affaire. Maintenant, on veut, même si demain on doit être unifié avec les pays, si c'est l'option qu'il y a, il faut que nous d'abord on sache ce que devient notre espace par rapport à la dimension nationale. Donc, Bamako, c'est plutôt Bamako qui vient marcher sur notre territoire, sur notre dignité, sur notre existence, sur tout ce que nous sommes. Ils veulent que l'on disparaisse même de la visibilité. Ils amènent des mercenaires, qui sont des prisonniers de guerre, qui sont des prisonniers sortis des prisons du monde, qui viennent maltraiter les femmes, tuer les enfants, violer, faire tout ce qu'ils peuvent. Ça, c'est l'État qui l'amène. Comment est-ce qu'un État peut amener des gens qui peuvent faire ça à des concitoyens? On pense être des gens qu'on doit protéger. Et après, on parle de souveraineté derrière ça. On parle d'intégrité. On parle de l'autorité de l'État. Non. C'est de la répression. C'est de la volonté d'épuration. Oui, mais l'Azawad aussi est armé. Vous défendez c'est une lutte avec des armes. On est obligé. On a été contraint à ça. C'est que la prise d'armes, aujourd'hui, moi, je vous parle en tant que politique, en tant qu'universitaire, en tant qu'auteur. La prise d'armes nous a été imposée. Lorsque les premiers gouvernements viennent vers nos amours, nos petits pâturages, mettent du feu, violent nos filles, enlèvent nos leaders communautaires, nous empoisonnent nos puits, nous contraignent à l'exil pour qu'on devienne algérien, ou bien qu'on devienne mauritanien, qu'on devienne saoudien ou libyen, on est obligé de se défendre. La résistance, c'est un principe du droit. C'est la constitution américaine qui le dit. Et toutes les constitutions qu'on a connues. On se défend. Les armes, on nous les impose. Sinon, on n'a aucune envie. On a seulement envie de retrouver la paix dans notre territoire, avec nos voisins, tous nos voisins. Vivre dans nos petits hameaux, à traire nos vaches, manger nos petites brebis et vivre tranquillement. On n'a aucun désir. On est un peuple libre, un peuple qui aime la joie de vivre, qui respecte des valeurs, qui a des valeurs. On veut apprendre du monde. On veut donner aussi au monde quelque chose. Donc, la guerre nous a été imposée. Et on est obligé de répondre. Et c'est une question de temps. C'est seulement ce qui nous... Vous savez, en Afrique du Sud, avec l'apartheid, qui n'a pas considéré que tous les États, beaucoup d'États ont classé Nelson Mandela comme chef terroriste. On l'a tous vu ici. L'ANC a été classée comme terroriste. Mais il a fallu du temps pour que les gens comprennent que l'apartheid en Afrique du Sud a une raison d'exister. Aujourd'hui, on va nous classer de tout. C'est des bonnes guerres. Ça ne nous dérange pas. Parce que nous ne savons pas quand nous battons. Nous sommes décomplexés de cette lutte. Donc, il n'y a pas de collusion entre vous et les djihadistes? La collusion, je ne sais pas, ça dépend ce que vous appelez la collusion. Les djihadistes sont présents dans les territoires. Certains djihadistes sont des nationalités maliennes et sont souvent originaires de l'Azawad, dans leur zone. Je parle pas, ils ne sont pas tous maliens. Les djihadistes n'ont pas la prétention d'un seul pays ni d'une partition. Ils veulent aller partout. Ils veulent imposer une idéologie. Partout. Nous, on ne peut pas avoir de collusion en tant que telle, mais ils sont présents. C'est à nous de trouver soit les moyens qu'ils nous évitent qu'on les évite, ou qu'on les combatte qu'ils nous combattent. Mais on n'a pas leur objectif est très clair. Il est loin des nôtres. Comme aussi le gouvernement aussi cohabite avec eux. Mais ils ne prétendent pas venir occuper votre territoire, votre Tout région. ça, ils les prétendent. Pour eux, il n'y a pas de territoire limite. C'est pourquoi c'est paradoxal de nous dire que vous cohabitez avec des gens, mais c'est des gens aussi qui veulent nous imposer la même chose qu'ils posent aux autres. Aujourd'hui, la question du terrorisme, c'est une question qui doit être relevée d'une réponse de tout le monde. Et il n'y a pas que la question, il n'y a pas que la défense pour le faire. Il y a beaucoup de choses qui poussent les gens à cela. Lorsque vous dites à un peuple qui est parti devant les Nations Unies, qui a écrit des plateformes politiques, qui a revendiqué par la voie pacifique, qu'on ne vous donne rien, on ne vous reconnaît même pas. D'ailleurs, on vous traite de terroristes. D'ailleurs, on vous massacre. Mais vous ne donnez quelle option? Quel choix? Quel choix? C'est le cas des communautés Peul aujourd'hui. Les communautés Peul aujourd'hui dans les Sahel, c'est être Peul et être habillé en Peul, c'est un crime de lèse-majesté. C'est l'amalgame total. Toute cette population qui vit dans des petits hameaux avec des petites brebis sont visées, massacrées. Mais leurs enfants sont obligés d'être enrôlés. Parce qu'ils n'ont que cette option pour se faire entendre. Je voulais bien revenir à mon livre que j'ai publié, parce que c'est qu'on a beaucoup de temps, pas beaucoup de temps. On a beaucoup de choses à dire. Mais ici, dans ce livre, je fais le diagnostic en tant qu'auteur, en tant que concerné direct par ce conflit. Je témoigne moi-même et je fais témoigner
des acteurs internationaux qui ont participé au processus. Ce que vous avez vécu sur le terrain Mais évidemment, j'ai vécu sur le terrain parce que j'ai vécu même dans ma chair, propre chair, ce qui s'est passé. Depuis qu'encore je suis très jeune. J'ai encore vécu beaucoup de choses qui tournent dans la mémoire, mais qu'on pense avoir oublié, qu'on pense avoir dépassé. Mais aujourd'hui, si on vit dans le même pays des scènes, des crimes, au moment où les nouvelles technologies, où il se passe quelque chose, au même moment où vous avez les images, mais au sein de la République, aucune institution, aucun parti politique, aucune organisation de droits de l'homme nationale n'en parle. Il y a un déni total de fait. Il y a même un mépris. Mais votre lutte est connue dans le monde. Évidemment, notre lutte est connue dans le monde et c'est pourquoi on en parle. Et d'ailleurs, ceux qui pensent que le monde se résume uniquement à leur opinion, le monde est vaste. Le monde aujourd'hui, on a dépassé ce clivage. Tout le monde a le droit de porter son opinion, de porter son avis sur les choses. Être séparatiste n'est pas un crime. Être séparatiste n'est pas un crime. Être séparatiste, c'est porter un projet. Être nationaliste n'est pas un crime. Être républicain ne l'est pas. Mais imposer des choses, des valeurs à d'autres, c'est ce qui est un crime, c'est ce qui est un délit. Donc aujourd'hui, vous restez sur vos positions, c'est-à-dire c'est l'autodétermination. Nous sommes sur cette principe de détermination qui peut aller jusqu'à l'indépendance si jamais, ça dépend du livre que j'explique, les trois courants qu'il y a et les trois hypothèses possibles par le temps. Parce que le temps est important. Si aujourd'hui, cette situation continue et persiste, de plus en plus, les populations se radicalisent politiquement. Parce que les gens parlent de la radicalisation djihadiste ou extrémiste. Non, il y a la radicalisation politique aussi, qui s'installe parce que si quelqu'un sait qu'il n'a plus rien à attendre d'un pouvoir, d'un gouvernement, de son État, au sens du terme, ou de son gouvernement, il se positionne. Il n'est pas forcément obligé d'être djihadiste ou terroriste ou criminel. Il va juste se positionner politiquement. Donc, le temps aussi est un élément qui joue. Donc, autant, et par le temps, les tout militaires que les militaires portent aujourd'hui, ils ne pourront plus revenir d'ici parce qu'ils ne peuvent plus convaincre leur opinion que le tout militaire n'a pas fonctionné. Et les rebelles aussi, demain, s'ils disent leur opinion que nous, on va arrêter les tout militaires, ils disent non, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut qu'on avance parce qu'on ne peut plus reculer. Donc, le temps aussi est un facteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des combattants sur le Mais terrain évidemment. Vous savez, les gens parlent de Kidal, Gao, Tombouctou, ils parlent de villes, ils parlent de points GPS. La région de Kidal, c'est la taille d'une partie des deux régions de la France. L'armée, l'administration peuvent être à un point qui est connu, qui est une ville. Mais autour, ils ne contrôlent absolument rien du tout. Aujourd'hui, la région de Kidal, qui est une région la plus petite d'ailleurs du nord, ils sont dans la ville de Tasserit, dans la ville de Kidal, dans la ville de Nefif et dans la ville de Djelhouk. Mais autour de ça, ils ne contrôlent absolument rien du tout. Même pas 10 km. Est-ce que Tombouctou en fait partie? Tombouctou aussi, ils sont dans la ville de Tombouctou, ils sont dans la ville de Goundam, ils sont dans la ville de Ber, mais ils n'ont aucun contrôle sur le reste. Il y a d'autres villes, comme Diré, comme Yafouké. Mais les gens parlent de Tombouctou comme si Tombouctou c'est un tout. Non, Tombouctou c'est la taille d'un État européen. Tombouctou fait la taille du Congo, du Togo et du Bénin. Tombouctou, c'est une région qui fait la taille du Togo et du Bénin, mis ensemble. Donc imaginez, aujourd'hui même... C'est vaste. C'est vaste. Donc on peut parler des points, mais en réalité, et les actions militaires qui sont posées tous les jours en sont la preuve. Aujourd'hui, les groupes, par exemple, extrémistes ou djihadistes, ou comme vous voulez les appeler, qui sont même à 30 km de Bamako, qui agissent, vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas de l'armée à Bamako, ni à Kouloukourou, ni à Ségou? Non, ils sont là, mais pourtant, il y a de l'espace, même ne serait-ce que là, dans les sites. Encore moins dans le nord où c'est 10 fois le même espace. Donc, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement à la communauté internationale? Nous l'appelons à sa responsabilité de dénoncer de façon claire les crimes contre les populations. Nous l'appelons aussi à ne pas abandonner cette région. Celui qui pense que les conflits au Sahel ou en Afrique sont secondaires se trompe. Ce sont les conflits qui génèrent beaucoup de choses. Ce sont le fait que les gens grandissent dans la guerre, dans le mépris, dans l'abandon, qu'ils ont des intentions qui ne soutiennent pas, qui n'accompagnent pas le développement ni la quiétude. Donc, nous appelons à cette action humanitaire, à cet intérêt humanitaire. Nous appelons aussi à ne pas abandonner ces populations-là. À savoir que, pas parce qu'elles sont en Afrique qu'elles ne peuvent pas avoir d'impact sur l'Europe ou sur l'Occident. Le monde est universel. Nous aspirons tous à ces droits. Notre aspiration, c'est aussi ce que vivent les gens ici. C'est avoir une vie comme ça libre, où tout le monde peut
peut avoir une vie, un choix. Et que tout le monde peut même avoir des libertés d'avoir des télévisions comme ça, de passer des opinions. C'est ça qu'on aspire. On aspire à avoir un pays développé, des villes développées, des métros, des trains, des aéroports, comme tout le monde. Nous ne sommes pas contre ça. Donc il faudrait que, tant qu'on n'a pas ça chez nous, les gens seront obligés de venir là où il y en a. Parce que le monde, il est le même. Et rien ne les arrêtera. Ni les mers, ni les tempêtes, ni les déserts, ni la guerre. Rien ne les arrêtera. Parce qu'il faut, c'est la seule, on est obligé on est tous humains. Donc, que les gens pensent qu'ils échappent parce que c'est loin. On n'échappe jamais parce que c'est loin. Voilà, c'est notre appel. Mais aussi, l'appel, c'est aussi faire en sorte que les auteurs des crimes n'échappent jamais. Parce que tant que l'impunité persistera, tant que l'amalgame persistera, tant que des peuples seront exclus parce qu'ils sont prononcés sur leurs droits, il ne peut pas y avoir vraiment de stabilité. Donc, vous demandez justice. On demande justice, on demande intérêt, on demande solution politique. Mais, on demande une nouvelle lecture des problèmes. Vous savez, quand un conflit prend une dimension, on traite plus ses conséquences que ses causes. Parce que pourquoi? C'est les conséquences qui sont l'insécurité, qui sont le sous-développement, qui sont d'autres choses. Mais il faut aussi comprendre qu'un conflit, on le traite dans la mémoire. On le traite dans les causes profondes politiques. On assiste pleinement à ce qu'ils prennent des ailes. Mais c'est pas seulement on vient, on pense aux dimensions sécuritaires, on les met en priorité, il faut trouver un cessez-le-feu, il faut arrêter la guerre. Non, il n'y a pas qu'à arrêter la guerre. Il faut aussi poser des bases, n'est-ce pas, des règlements durables et justes. Pourtant, vous avez été, il y avait des accords, donc surtout en 2015 à Alger, vous étiez à deux doigts de trouver une solution. Mais qu'est-ce qui a avorté? Exactement. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de volonté politique du gouvernement. Quand Bamako a chaud, quand le pouvoir central a chaud, le pouvoir central cherche des solutions. Mais dès qu'il respire, dès qu'il prend un répit, il essaie tout de suite de réprimer. Ah oui. C'est ça, c'est ça qui est dommage. C'est ce qu'on appelle l'absence de volonté politique. Donc il y a un manque de volonté de la part du pouvoir central. Et vous verrez que lorsque Bamako aura encore chaud, ils vont courir partout pour qu'il y ait des négociations. Mais chaque fois qu'ils ont un petit répit, ils vont aller ailleurs. Aujourd'hui, le régime militaire malien en place, vous pensez qu'il fait ça pour l'intégrité malienne? Ils font ça pour le pouvoir. Parce qu'ils ont des partenaires qui se foutent des violations de droits de l'homme, qui s'intéressent peu à ce qui se passe sur le développement. Ce qui les intéresse, ce sont les marchés des armes, ce sont les marchés des mercenaires, ce sont les marchés des mines. C'est tout ce qui les intéresse. Le reste, où la presse malienne soit libre, que l'opposant politique puisse s'exprimer, c'est pas leur affaire. Vous faites allusion à Wagner et à la Russie. On fait allusion à tous les partenaires, même ceux qui ne se prononcent pas, qui sont nombreux, qui sont sous la table, qui négocient des choses en catimini, qui s'intéressent aux mines, qui s'intéressent au reste. Ce n'est pas leur affaire. Ils n'ont pas de valeur. Par exemple, dans les démocraties européennes ou occidentales ou américaines, il y a des gens qui disent au gouvernement, nous refusons que vous continuez à financer un régime qui tue ses citoyens. Mais les autres, il n'y a aucun parlement qui pourrait les dire. Il n'y a aucun contre-pouvoir qui pourrait se prononcer là-dessus. Parce qu'il y a des valeurs. Donc, aujourd'hui, le régime a saisi des partenaires qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour n'est-ce pas, profiter de ce qui les intéresse. Et nous pensons que ça, c'est une erreur. C'est contre le Mali, c'est contre son unification, c'est contre ses intérêts. Parce qu'à long terme, un bon matin, on se réveillera super endetté comme aujourd'hui et il n'y a absolument plus rien à pouvoir offrir aux Maliens, comme on ne leur offre même pas l'électricité. Absolument rien du tout. Voilà, parce que je veux revenir sur ça avant qu'on conclue. Et aujourd'hui, donc la situation au Mali et pour les citoyens, par exemple, donc vous avez parlé de l'électricité, mais est-ce que aussi sur le plan de la vie quotidienne, est-ce que la situation... Quelle est la situation, surtout vous qui venez du Mali? Écoutez, elle n'est pas cachée. Je ne suis pas là-bas, à Bamako, ni dans d'autres villes des sites qui souffrent de ça, même si au nord, il y a aussi ces problèmes. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est clair, les gens ne revendiquent plus parce qu'ils n'ont plus espoir. C'est qu'ils ont compris qu'il n'y a pas de solution. On leur a trop promis. La centrale nucléaire, la centrale solaire, maintenant c'est les carburants, après c'est les lampes à torche, maintenant on leur dit allez-y aux panneaux, aux batteries lithium, c'est l'énergie. Ça revient à un pic qu'ils ont compris qu'il n'y a rien à faire. Il faut se débrouiller. Chacun a mis un solaire chez lui, comme il peut, une batterie lithium pour mettre un truc à domestique pour se sauver. Sur la santé, c'est pareil. Sur l'accès à l'éducation, à l'école,
on fait semblant. On arrête des cours, on pense. Il n'y a absolument rien qui soit fonctionnel. Et ça, je ne pense pas que la gente ne le sait pas ou que l'opinion ne le vit pas. C'est parce que les gens n'ont même pas espoir que la gente puisse avoir la réponse à cela. Tout le monde attend comme ça pour que les choses changent. Et autre chose, c'est qu'il y a la peur qui accompagne. Il y a la communication, la propagande qui fait qu'on fait croire aux gens des choses. Mais aujourd'hui, à Bamako, les gens avec lesquels on parle, ils vous disent quand on voit les communicants de la gente se prononcer sur la vie, on a seulement envie de vomir ou de nous taire. Parce que si on parle, on va en prison. Parce qu'on va tellement parler fort qu'on ne le fera pas doucement. Donc, il n'y a pas la liberté d'expression. Ça, c'est clair. C'est pas caché. Si vous voyez que les gens viennent vers vos plateaux en Europe, ou beaucoup d'hommes politiques maliens, quand ils viennent en France, tout de suite, ils passent sur les plateaux pour évacuer leur colère, pour évacuer leur message. C'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire là-bas. Si vous savez que tous les jours, quelqu'un va en prison parce qu'il a tweeté un message, on a vu des gens aller en prison parce qu'ils ont écrit des livres, c'est clair. Dans le livre également, vous avez même des soutiens de la gente au débit qui ont commencé à comprendre qu'il n'y a rien à faire et qui ont commencé à se positionner, à dénoncer, ils sont allés en prison. Beaucoup de gens qui sont connus, des figures qui sont connues au début de 2020, 2023, qui étaient les meneurs du discours de la gente, sont en prison aujourd'hui parce qu'à un moment donné, leur conscience personnelle les a dit « Oh, voilà, moi je suis en train de faire des bruits pour des gens, mais il n'y a rien. » Et dès qu'il a commencé à dire « Vraiment, on se doute des choses », ils sont allés en prison. C'est les gars de beaucoup de visages que les gens connaissent, qui sont des gens qui les ont soutenus. Même Choguel Koukala Maïga, qui a été l'un des plus virulents premiers ministres, qui est le père de la propagande, qui a soutenu cette gente. Mais un bon matin, il a commencé à dire quelque chose comme ça parce qu'il veut se laver, nettoyer les visages. Il est en tôle aujourd'hui. Moussa Mara, un homme politique, libre d'opinion, qui commente ce que font positivement les militaires ou pas, aujourd'hui, il est en prison. Vous avez parlé aussi du cas de l'imam Diko. L'imam Diko, il est obligé de fuir du pays. Il est obligé de fuir du pays. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester pour qu'il arrête, pour qu'il les torture dans la prison. On a vu Boubé Maïga qui est décédé en détention. Pourtant, il y a plusieurs moyens de les juger. Aujourd'hui, on n'a pas pu parce que, voilà, c'est des cas, il y a des gens qui sont en prison depuis des années, comme, bon, vous savez, quand je parle de défenseurs à Bamako, mon opinion de l'Azawad, moi, c'est plein, parce qu'ils disent, nous aussi, on subit des choses. Chacun ne défend que ce qu'il subit. Mais quand tu regardes, aujourd'hui, cette gente se retourne contre les mêmes personnes, parce que ces mêmes personnes, ces mêmes militants, parce que ceux-ci ont commencé à avoir des critiques. Est-ce que, à votre avis, ces hommes politiques que vous venez de citer, Moussa Mara et Choguel Maïga, si eux étaient au pouvoir, vous pensez que vous pouvez mieux dialoguer avec eux? Écoutez, je ne crois pas que ce soit ça les buts. Moi, je les cite pour vous décrire un peu combien ces régimes refusent l'autocritique, imposent la pensée unique. Ils n'ont pas de pensée contradictoire à cause de nous, pas forcément. Ils l'ont pour leur propre raison d'être, qu'on respecte d'ailleurs. Choguel, pour lui, nous, on sera détruits. Pour Choguel, aujourd'hui, il n'y a plus de rébellion, il n'y a plus d'Azawad. Mais Choguel est en prison, moi je suis là. Hein. L'Azawad est là. Ce n'est pas Choguel qui les met, ce n'est pas moi qui les mets. Même si je viens à mourir, même si je viens à être tué dans un trottoir, l'Azawad continuera. Donc Choguel se trompe de penser que son discours, son agitation, son soutien au tout militaire va être une réponse à l'Azawad. L'Azawad, c'est une cause auquel des gens croient. Et personne ne peut de génération en génération. Voilà, nous tous, on est nés dans ça, on a grandi dans cette cause, on ne peut pas l'abandonner. Donc, sauf si on nous propose une alternative à la partition, mais une alternative viable, sereine, apaisée, responsable. Ok, donc voilà. On me signale à la régie qu'on arrive au terme de l'émission. Donc, face à la caméra, je vous donne le mot de la conclusion. Bon, moi, je dirais simplement qu'aujourd'hui, le conflit dans notre pays, sur notre territoire, a atteint une dimension de maturité. Tout le monde le subit, tout le monde le vit. Avant, c'était uniquement des populations dans les zones périphériques, soit à l'extrême nord ou dans le centre qui vivaient. Aujourd'hui, tous les pays vivent le conflit sous une forme ou une autre. Et il n'y a pas de conflit qui prend fin par les armes. Mais pour dialoguer, pour oser discuter, il faut un interlocuteur crédible, fiable, conscient, responsable, qui sait en réalité qu'il faut respecter ses engagements. Mais la gente au pouvoir n'en est pas un. Elle n'en est pas un, elle n'en sera jamais un. Parce qu'elle a démontré toutes les faces du fait qu'elle n'est pas crédible, elle n'est pas de bonne foi. Ensuite,
elle devient même inéligible au dialogue. Parce qu'il y a certains crimes, quand on les commet, on devient inéligible. Donc nous, c'est vrai qu'avec la junte, il n'y a aucune perspective de dialogue possible, mais on n'est pas en guerre avec les Maliens. On n'est pas en guerre de couleur, on n'est pas en guerre de région. On est en guerre pour les droits qui est là. Ces droits, c'est vrai qu'on ne peut pas l'imposer durablement aux gens. On peut essayer de l'arracher, mais on sait que la solution sera plus durable lorsqu'il est discuté de façon responsable. Un jour ou l'autre, il faudra en parler. Il faudra trouver des solutions. Maintenant, il appartient à chaque tendance, suivant sa croyance, de tirer ses conclusions. Voilà. Nous, c'est notre perception de choses. Il n'y a rien à attendre de ce régime militaire. Nous n'avons aucune perspective de dialogue viable avec elle et notre lutte suit son chemin. Maintenant, si demain, à Bamako, des gens arrivent à changer de choses et qui voudraient discuter sérieusement et qui sont crédibles, ils se montrent crédibles, on pourra voir ce qu'on peut faire. Mais nous, on reste sur notre logique, n'est-ce pas, de notre territoire de l'Azawad, de sa conquête, de son administration, de sa gouvernance, que la gente les veille ou non. Qu'elle les veille ou non. Alors, donc, belle conclusion. Donc, vous avez entendu M. Ataï Ag Mohamed, le vice-chargé des relations extérieures du FLLA, auteur de Mali, les ruines d'un processus de paix surestimé. Donc, le livre, il est là. Si vous pouvez donc l'acheter, comme ça, vous connaîtrez tout sur la genèse de ce conflit, sur les causes réelles de ce conflit, parce que dans une émission, donc on ne peut pas tout dire, mais il y a tout dans ce livre qu'il vient d'écrire, un livre tout récent, et donc vous allez découvrir des situations, des nouvelles toutes récentes. Et donc comment on fait pour acheter le livre alors? Il est sur l'Harmattan, dans tous les pays où il y a l'Harmattan. Le livre, il est aussi sur les sites de l'Harmattan en achat, il est sur Amazon. Disponible sur Amazon aussi, pour ceux qui savent comment on achète en ligne. Donc, à peu près, on peut l'avoir à combien? Le prix est annoncé sur la couverture. Sur la couverture. Eh bien, très bien. Donc, vous voyez, donc, le livre, voilà ce livre de M. Ataï Ag Mohamed, donc, au cadre des relations extérieures du FLA, donc l'Azawad, donc, qui lutte depuis plusieurs années maintenant pour l'autodétermination de cette région du Mali. Et donc qu'on assimile aux Touaregs. Hein. Vous m'avez bien dit qu'il n'y a pas que les Touaregs dans cette région. Donc, vous voulez l'autodétermination pour tous les habitants. Pour notre territoire. Donc, tous les habitants qui vivent bénéficiant de cette pour leur territoire. Donc, je vous conseille vivement d'acheter ce livre si vous voulez connaître l'histoire de cette partie du Mali. Merci. Je vous remercie, les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je remercie la régie avec Faisal Sidiki. Je remercie également le PDG de la chaîne Hamza Taj, et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, voilà le livre. À très bientôt.